Bonjour, merci de m'accueillir, de nous accueillir en fait pour cette présentation. On va présenter en fait une courte présentation sur en fait la critique du système capitaliste dans les jeux de société activistes, puis essayer de voir en fait comment on peut arrimer ça à une critique du pouvoir à travers ces jeux-là. C'est un court plan de présentation. On va commencer par définir le pouvoir et le capitalisme et justement l'interaction en fait entre ces deux éléments-là. Ensuite, Loïc va nous parler de pouvoir et de design de jeu. Puis ensuite, on va revenir sur les exemples en fait qu'on a analysés dans le cours de notre présentation sur des exemples de jeux de société activistes et voir en fait justement comment la critique du système capitaliste se fait à travers ces jeux de société activistes-là et aussi les limites, hein, parce qu'évidemment, il va y avoir des limites associées justement à ces jeux-là. Donc, je commence parce qu'en fait, le titre du panel aussi m'a quand même inspiré. Hein, c'était le pouvoir, cette ressource. Puis, moi, ça m'intéresse parce que je m'intéresse quand même beaucoup aux questions d'économie politique dans le jeu vidéo. Puis, justement, souvent, je trouve que le jeu, généralement, par exemple, ici, là, vous voyez le Twilight Imperium. Si on est pas familier avec Twilight Imperium, ouais, cool. Mais bref, en bleu ici, on le voit, je pensais qu'on allait le voir un peu mieux. En bleu ici, vous avez le pouvoir, l'influence, donc le pouvoir politique. Et puis en jaune ici, vous avez les ressources, je ne sais pas le mot, là, mais au final, en fait, un pouvoir économique pour construire, par exemple, des unités et puis ce genre de choses-là. Puis ici, en fait, vous avez une expression en fait, du pouvoir et du capitalisme que je trouvais bien exprimé dans cette image-là de Last Worker. Je ne sais pas si y en a qui ont joué et qui connaissent un peu. Il y a une espèce de Jeff Bezos, un peu pinkwash avec sa frange multicolore, avec qui nous dit très bien, hein, You are fired. On joue le dernier, en fait, ouvrier d'une usine, d'un genre d'entrepôt d'Amazon. Justement, on voit justement cette espèce d'interrelation. Cette relation-là, justement, entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Justement, en fait, à travers ce lien-là, je vais essayer d'explorer justement en fait comment le pouvoir et le capitalisme se sont influencés, comment les deux se sont imbriqués l'un dans l'autre. Pour ça, en fait, je suis allé chercher dans les approches du marxisme politique d'Hélène Maxine Wood, que je trouvais très intéressant parce qu'elle articule justement le pouvoir politique et économique d'une façon en fait qui m'apparaît assez juste. Premièrement, en fait, elle a défini le pouvoir ou en fait le passage au capitalisme comme une différence entre les sociétés pré-capitalistes et le système capitaliste, où en fait les rapports de propriété entre les producteurs et les exploiteurs sont cruciaux, puis donc où le producteur est dépossédé en fait de son pouvoir d'agir, de son pouvoir politique. En fait, justement, c'est que le producteur, lui, il devient juste un espèce d'individu légalement libre qui vend sa marchandise, qui vend sa force de travail, donc il n'y a pas de pouvoir politique en tant que tel. En fait, c'est justement ce qui permet aux capitalistes de s'approprier la force de travail économique sans justement nécessairement avoir besoin d'une force politique qui vient le soutenir, en fait. C'est justement, en fait, le fait que par ce fait-là, le marché, en fait, il devient l'instance de médiation par excellence, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport politique a priori, c'est des rapports par le marché qui viennent médiatiser justement le rôle entre l'exploiteur et le producteur. Puis justement, en fait, ce que ça fait aussi, c'est que les producteurs, eux, ils sont en concurrence constante pour justement maximiser les profits, etc. Excusez. Bon, en fait, toute la théorie repose sur le fait que le pouvoir économique et politique est séparé et où, en fait, le pouvoir politique, lui, il devient disons, un moment ou un espace où, en fait, il y a une fonction pour imposer, puis maintenir et appliquer des relations de propriété, créer un ordre social administratif prévisible et fournir les conditions de l'accumulation, c'est-à-dire que dans le fond, justement, le politique ne sert qu'à reproduire les règles et les impératifs du marché.
qui sont justement en fait concurrence, accumulation, maximisation des profits et développement des forces productives. Puis justement, c'est en fait cette idée-là en fait que l'économie, hein, le système économique, le capitalisme en fait devient institutionnalisé comme une force autonome qui se reproduit lui-même à travers l'asservissement, disons, du pouvoir politique à la règle de l'économie. Hein. Puis là, je porte la parole à Loïc là-dessus. Yo, je vais y aller. Le pouvoir. Fait que Simon vient d'en parler pendant 1 heure avec Pascal. Simon, plus précisément sur... non, c'est Pascal qui a convoqué Foucault, puis moi, j'étais vraiment content parce que ça veut dire que je vais pouvoir relativement skipper la slide rapidement. Je vais juste attirer votre attention sur le fait que Foucault, dans sa définition du pouvoir, que je cite, parle du fait que le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on possède, quelque chose qu'on garde ou qu'on laisse échapper, mais s'exerce à partir de points innombrables. Simon parlait de multiplicité, et dans le jeu des relations inégalitaires et mobiles. Fait qu'on, en tant que groupe, on retient jeu parce que on est en étude du jeu. Fait que attendons-nous un peu à c'est quoi le pouvoir en jeu. Définition de Maud Bonenfant sur le jeu en tant que système de sens. Jouer, c'est faire l'interprétation de signes à partir d'un cadre interprétatif défini par un rapport de tension et de nécessité entre certaines limites. Excusez-moi, pas plus de café. De nécessité entre certaines limites du jeu et la liberté ludique de les interpréter. Autrement dit, concept de liberté proche avec lequel vous êtes peut-être familière. On crée des limites, on joue à l'intérieur de ces limites. Donc, il y a le problème de l'interprétation semi-dirigée qui est dirigée, designée. Amenons rapidement une très rapide définition du design pour juste planter un peu quelques balises avant de s'avancer dans qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Le design en tant que champ, dans le cadre de cette présentation-là, on va s'intéresser comme le champ de l'écologie humaine qui est élargi, étendu aux dimensions culturelles et spirituelles de l'expérience et de l'habitabilité humaine, qui a pour but donc de prendre en compte le champ où s'exerce, où se construit cette liberté-là des habitants du monde, le sémiocosme, donc l'ensemble des sens qu'on se construit, la manière dont on communique les sens entre nous, sans pour autant négliger les autres ordres de réalité. Tout ce que ça veut dire, ça, c'est que le design s'intéresse à l'entièreté des systèmes qui régissent notre expérience d'un phénomène. Et donc, pour s'intéresser à l'entièreté de ces systèmes-là et des processus, il est nécessaire de passer par un processus réflexif, de faire des back and forth pour un peu dégager tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce système-là. Parce que le pouvoir, comme on va voir dans plusieurs slides, plusieurs slides, justement, et un peu le plus haut niveau de contrôle qui réussit à se cacher de tout le monde comme un de ses leviers de pouvoir. Simon donnait la quote de Game of Thrones, le roi ne doit pas dire qu'il est roi, parce qu'à partir du moment où il est roi, tout le monde sait qui t'étend. Si on veut, à l'inverse de Kingmaking, Kingsley. Ça devient beaucoup plus facile de slay un roi si on sait c'est qui le roi dans une salle. Et donc, je convoque Donaya Meadows, qui, dans son ouvrage Thinking in Systems, classe différents niveaux, on va dire, d'occurrence du système, à quel point on peut interagir dans des points du système. Mais je pensais que c'était tout de suite dans la présentation, évidemment non. C'est la première fois dans une présentation que je ne révise pas juste la veille. Vulnérabilité. On a fait une présentation très similaire il y a 2 semaines en jeu. Puis d'habitude, je suis la personne qui va le plus comme tchoum, tchoum, tchoum. Mais parfois, il faut justement se laisser aller à l'improvisation, puis donner le bâton pour se faire fesser dessus. Fait qu'on va juste aller directement dans 2 slides, point de levier sur un système ou Donaya Meadows classe ce qui affecte un système. Et on a tendance, dans les jeux, par exemple, de stratégie, à beaucoup s'intéresser aux numbers, faire du theory craft. Mais ce que Donaya Meadows dit, c'est que les numbers, c'est pas mal la chose où, quand on intervient dans un système, qui a le moins d'influence. Si on veut s'intéresser à vraiment transformer de manière radicale un système, il ne faut pas s'intéresser au nombre, il faut s'intéresser à plus ce qui est dans le bas de cette liste-là. Du coup, c'est la chose qu'on voit le moins quand on est à l'arrière. Tout ça est bien sûr réfléchi pour que le monde puisse punir le monde qui s'assoit à l'arrière. Ils ne verront pas c'est quoi pour assister un pas. Non, je l'ai mis dans une slide suivante pour remonter un peu. Donc, les leviers du capitalisme principalement, c'est donc les règles, le système d'auto-organisation, donc le système politique dont Frédéric parlait, le but du système, donc des impératifs de profit à partir
partir du moment où ces impératifs-là sont implantés dans le système et qui sont maintenus par le système d'auto-organisation, ils deviennent très difficiles à déloger. Et donc, autour de tout ça, s'inscrivent des paradigmes, en fait, je vous laisse trouver quel verbe. Il y a des paradigmes au-dessus de tout ça qui ont mené à l'implémentation de ces buts et avec l'implémentation de ces buts-là, le système d'auto-organisation et les règles pour les enforce. Donc, parce que le thème de Homo Ludens, le groupe que nous représentons de l'UQAM de cette année, était l'étude du jeu anticapitaliste. Si on s'intéresse à comment un jeu peut être anticapitaliste, il faut idéalement que les jeux qu'on étudie s'intéressent à ces points-là du système, à ces leviers du système plus bas. Ça s'intéresse pas juste aux numbers. Donc, le potentiel subversif des jeux anticapitalistes, c'est d'étudier la complexité des ramifications du pouvoir. Donc, étudier comment on ne fait pas juste optimiser des numbers pour après aller travailler en entreprise et optimiser des numbers pour quelqu'un d'autre, mais se demander qu'est-ce qui nous amène en tant qu'individu à être employé de ce système-là et de cette structure-là. Donc, faire un peu le processus auto-réflexif que Simon et Pascal évoquaient par rapport à l'université même, par exemple. Le pouvoir capitaliste, la multitude, Simon l'a déjà dit, changer les mentalités, critiquer les impératifs, je pense que... Okay. Oui, c'est ça. Je veux juste être clair aussi, tu sais, quand je parlais du pouvoir et de l'économie tantôt, c'est que le capitalisme comme une forme d'organisation de la société, justement, dont, là, j'ai juste le mot en anglais, là, vous m'excuserez, mais thrive sur le fait qu'il y a une multiplicité d'acteurs politiques qui sont en fait justement des acteurs économiques de prime abord, si je peux dire. Puis je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est là-dessus que là on voit des limites dans certains jeux qu'on va étudier. Puis, je vais te rajouter. Oui, je voulais juste revenir sur la slide que j'avais skip juste avant qu'on passe parce que Donald Meadows parle de pièges systémiques. Donc, ce qu'elle dit par rapport au fait que le pouvoir se cache, c'est que parfois, il y a carrément des effets pervers qui sont typiques d'un système et que si on n'est pas familière avec ces effets, ces archétypes, on va dire, d'effets pervers, on peut très facilement soit les manquer, soit se faire avoir parce que ces effets-là vont avoir tendance à blâmer autre chose que la structure même du système. Donc, elle dit par exemple, understanding archetypal problem-generating structures is not enough. They need to be changed. The destruction they cause is often blamed on particular actors of events. Je trouvais cette quote-là très intéressante parce que dans la grille d'analyse que Homo Ludens avait mis sur pied pour l'analyse des jeux dont on va parler imminemment, c'était quelque chose qui avait été nommé comme étant une figure récurrente de jeux qui n'allait pas très loin dans leur critique du système capitaliste. Par exemple, en critiquant, disons, des individus corrompus, une bureaucratie inefficace, c'est ce genre de trucs-là qui viennent un peu masquer justement la critique qui devrait être plus radicale du capitalisme, qui est le système économique et de reproduction sociale qui nous sous-tend. C'est là où justement la tragédie des communs, puis cette citation-là, en fait, vient justement montrer qu'on s'arrête au phénomène, celle qui apparaît, mais les logiques qui mettent ce phénomène-là de l'avant sont un peu passent sous silence, en fait. La tragédie du commun étant simplement l'idée que si on implémente un impératif de croissance dans un système fermé, le système va se fermer, va se vider de ses ressources à terme. C'est inévitable, même s'il y a une simple croissance. Et masquer cette réalité-là, c'est simplement une manière des personnes qui mettent en place cette érosion-là dans le système fermé de s'assurer de profiter donc de l'érosion de ces ressources-là. Et là, on peut passer aux études de code. Sorry. Oui, c'est correct. Donc, notre question, disons, pour comment on a, disons, analysé les jeux, c'est ça, c'est sous-capitaliste, comment s'exprime le pouvoir dans des jeux de société activistes, surtout anticapitaliste, mais justement, en fait, au début, on avait anticapitaliste, mais c'est que justement, on s'est rendu compte, à travers notre analyse, qu'ils n'étaient pas tant anticapitalistes, mais surtout activistes. Puis, on a utilisé ça avec 3 exemples. Le premier, c'est Broke the Game. Broke the Game, c'est un jeu en fait où on joue en fait, chaque joueur joue des personnes différentes dans des situations économiques différentes. Donc, quelqu'un qui va jouer une personne sans abri, un immigrant sans papier monoparental, une immigrante pardon sans papier monoparental, une famille de fermiers, des personnes âgées, une jeune famille, une personne scolarisée. Puis en fait, ces profils différents-là vont faire en sorte qu'on va avoir on va essayer en fait de se mettre un peu dans la peau de ces personnages-là pour les jouer, puis essayer de s'améliorer, puis essayer de pas
en fait, de rester dans une certaine stabilité financière. C'est-à-dire de pas, disons, on le voit pas, mais au centre de la spirale, ben, vous avez perdu. Genre. Comme à ça, le but, c'est de rester plus haut dans certaines sphères. Puis en fait, on présente dans ce jeu-là certains biais du système. Par exemple, on fait commencer plus loin des personnages. Les sans-abri vont commencer plus bas dans l'échelle, alors que les gens plus riches vont commencer en haut. Plus le personnage est proche de la stabilité financière, on va avoir des cartes étoiles qui sont des espèces de cartes spéciales pour gagner le jeu. Puis bon, en tour de rôle, on pige des cartes, on consulte les personnages qui sont concernés par la situation. Puis souvent, on va soit progresser ou régresser selon les décisions qu'on prend avec cette carte-là. Puis en fait, les joueurs aussi peuvent s'entraider. On peut lancer des cartes d'aide, c'est-à-dire que, disons, la personne sans abri peut être comme « Ah, je joue ma carte aide pour que, disons, la personne qui joue la famille vienne m'aider parce que, bon, ils m'ont croisé à la sortie d'une épicerie puis ils m'ont donné 10 $. Ce serait ce genre de scénario-là qui est mis en place dans ce jeu-là. Donc là, ce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on joue dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de critique, disons, du capitalisme. En fait, le but, c'est de survivre au capitalisme. On comprend les pouvoirs qui prolifèrent, on les voit, on les subit, mais il n'y a pas une critique qui dépasserait ça. Ce n'est que de la survie sous le capitalisme. C'est sûr, on apprend des stratégies de survie plus qu'on apprend à comment les critiquer ou à donner les bases pour la critique. Donc, ouais, c'est ça, même s'il y a une notion de partage quand même, donc il y a une dimension, disons, politique, ça reste assez, disons, assez faible dans le jeu. Ensuite, on a Rise Up. Rise Up, en fait, qui est un jeu de mobilisation, où on incarne un mouvement, en fait, qui soit un mouvement, que ce soit un mouvement, disons, pour protéger les milieux humides, ou on peut défendre, disons, les droits des dragons. C'est libre aux gens de choisir. Donc, on voit déjà le potentiel. Non, mais tu sais, ça, c'est dit dans les règles. Donc, on voit déjà le potentiel, et oui, de créer un mouvement puis de stimuler la discussion, mais moins, disons, une critique du capitalisme. Parce que dans le fond, dans ce jeu-là, le pouvoir s'exerce. Là, vous voyez un peu les différentes cases, la culture, Internet, faith-based communities, government. Mais il n'y en a aucune de ces cases-là, disons, qui serait spécifiquement économique. On n'est pas capable de questionner l'économie derrière. Il y a le workplaces, mais workplaces, ça peut impliquer la culture, ça peut impliquer le gouvernement. C'est très flou. En fait, dans ce jeu-là, par quoi sont reliés l'économique et le politique dans le jeu? C'est dans la sphère de l'échange du marché où le joueur, en fait, pour en fait gagner, je n'ai pas vraiment expliqué les règles, ça va pas bien, mais pour gagner, il faut faire monter le niveau du mouvement sur certains lieux, plus que, disons, le système. Là, on voit aussi le système, moi je pointe l'écran, mais vous autres, vous ne voyez rien. Là, mais ouais, je peux pointer, oui, merci. Sur le système, avant que le système gagne, en fait. Mais pour ça, il faut mobiliser des supporters, puis pour mobiliser des supporters, ça devient des ressources humaines qu'on dépense, Je veux vraiment qu'on mette ça de l'avant pour gagner et s'approprier. Donc, c'est là où je dis que le pouvoir politique ne se réalise que dans la sphère de l'échange, dans le marché, où on dépense le capital humain pour faire des actions sur le politique. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien l'hégémonie du marché sur le politique, sur les lieux de pouvoir. C'est ça, il démontre de manière critique la séparation des pouvoirs, coopérer le capitalisme lorsqu'il est devenu le mode de reproduction sociale avec des différents lieux de pouvoir exempts de dimension économique. C'est le joueur, en fait, qui devient lui-même le sujet économique, le homo economicus. C'est nous, parce on gère tous ensemble nos ressources, puis bon, comment on les place, mais ça reste quand même une gestion de l'économie, tu sais. Puis, on a Capital. Est-ce que j'ai encore du temps? Ça serait bon de peut-être conclure en 2-3 minutes. En fait, je vais conclure sur Capital. On a une slide de conclusion, mais elle ne servait pas à grand-chose. En fait, Capital, c'est probablement le jeu où on a senti un peu plus justement le lien entre l'économie et le politique, entre le pouvoir politique et l'économique, mais pas vraiment dans le gameplay, c'est plutôt dans le texte des cartes, parce qu'en fait, quand on joue au jeu, on pige des cartes, puis chacune des cartes, en fait, nous dit, bon, par exemple, c'est des situations très françaises, c'est un jeu français, mais c'est des situations françaises, par exemple, un tel a un nom d'aristocrate et donc il y a un capital social plus élevé, puis là, il a fait des demandes à l'État français pour être subventionné, etc. Donc, on voit un peu justement à travers ces cartes-là la dimension politique et économique qui sont reliées. Mais on a souvent l'impression qu'il faut déjà avoir une base critique pour comprendre ces cartes-là.
Mais le fait que les joueurs sont dans une relation de pouvoir dès le début, parce qu'en fait, on joue un dominant, mais en fait, il y a un dominant, puis le reste des joueurs jouent des dominés. Le dominant a son propre paquet de cartes à lui, les dominés le partagent. Le dominant a plus de capitaux dès le départ, alors que les dominants en ont moins. On sent quand même qu'il y a une dimension politique et économique qui est bien mise en pratique, mise en jeu, on pourrait dire. Donc, ensuite, mais le pouvoir, c'est ça, il est symbolisé par l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il y a 4 types de capitaux. J'explique les règles à travers mes explications. Il y a 4 types de capitaux, financiers, culturels, sociaux et symboliques, mais sont tous représentés comme un billet de banque. C'est comme tout de l'argent, comme si le pouvoir symbolique nécessairement était de l'argent. Le financier, c'est évidemment c'est de l'argent. Culturel, c'est de l'argent. Social, c'est de l'argent. Donc, on voit quand même justement ce lien-là fort, qui est assez intéressant. Les causes aussi spéciales suggèrent un certain pouvoir politique, puis l'asservissement du politique au marché. Notamment, bon, on a la révolution où on distribue les capitaux. Quand on tombe sur la case révolution, on distribue les capitaux à tout le monde de façon égale, c'est réparti. La grève générale, bon, le dominant, il saute son tour, il perd du capital financier. La case tous ensemble, le dominant donne 2000 cas à chaque dominé. Puis la prison, où le dominant, ben, en fait, peut payer un avocat alors que les dominés, passent leur tour. Et puis, donc, c'est ça, à travers notre grille d'analyse, c'est un peu fait vite, mais on a trouvé que c'était peut-être lui qui les associait plus davantage, en fait, plus davantage. Oui. Davantage la dimension politique et économique dans une relation de pouvoir, justement, intéressante. Et puis, ouais, disons, je vais conclure là-dessus. Là, qu'est-ce que tu as un mot de la fin? C'est pas ça de conclusion, Gilles? Oh, non, j'ai pas le temps de l'écrire. Ah ouais, comment transformer le piège de la quatrième tragédie des communs en opportunité de dépassement du capitalisme? Merci. Ah oui, il y avait même une salle de merci. Oui, justement, on a vu dans les questions. Merci pour la présentation. Ce qui est assez effrayant, en fait, quand on regarde vos exemples, c'est que chacun se résume à on accumule du capital pour le dépenser ou l'instrumentaliser. Et je me demandais justement, faisant référence un peu à votre conclusion, est-ce que vous avez pensé à des manières de justement dépasser ces limites-là, ou est-ce que même quand on regarde dans d'autres jeux, souvent on peut se résumer ça, on accumule des ressources pour les utiliser et tu gagnes quand tu as le plus de ressources, soit en commun, soit individuellement. Je peux répondre? Oui, c'est bon. Oui, très bonne question, merci. Oui, en fait, justement, ce qu'on se rendait compte, ouais, je vais me mettre au centre, là, je vais assumer ma place, là, on dirait que de me cacher. Oui, je suis assez d'accord avec tout, très d'accord avec toi. En fait, puis dans nos exemples qu'on a étudiés, ce qu'on se rendait compte souvent, c'est que la dimension la plus critique, la plus, celle donc qui suscitait le plus de discussions critiques sur le capitalisme et sur le pouvoir, ben, c'était justement ceux où, en fait, on arrêtait, on mettait de côté l'aspect ressources, puis on discutait entre nous. On discutait quand on joue à Capital, mais là, on se mettait à discuter de cette situation-là. On est comme, ben voyons donc, ça se peut pas que tel phénomène se passe. Dans Rise Up, j'en ai pas vraiment parlé, mais il y a, sur les cartes qu'on pige, les cartes actions qu'on joue, il y a comment vous avez fait ça. Ça, ces aspects-là de comment vous avez fait ça, là, c'est là où ça devenait vraiment intéressant. Parce que là, on peut comme, ah oui, parler de une stratégie qu'on a peut-être déjà vue, mise en place. Puis là, on peut commencer à avoir une critique un peu plus importante. J'aurais oui. Ouais. C'est ça, on s'est rendu compte que c'était beaucoup les jeux qui sont affirmés anticapitalistes, parce que comme choix de corpus, on s'est vraiment concentré sur le jeu que c'était affirmé. Donc, en voulant présenter les rouages du système, opérer vraiment sur le mode de l'information sur le système. Et donc, en faisant ça, si tu veux te familiariser avec le système d'une manière systémique, parce que c'est le jeu, ben, à un moment donné, tu reproduis des pans du système. Ouais. Par contre, il y a des jeux de discussion antifa, par exemple, où ben, c'est pas affirmé anticapitaliste, affirmé antifasciste, mais ça passait vraiment par une discussion autour de comment on utilise collectivement les ressources. Moi, mon jeu préféré, Cosmic Encounter, c'est un jeu sur le pouvoir où, ben, justement, il y a une très grande part de discussion où là, tu te dis, ben là, c'est lui le king autour de la table, c'est lui dont le pouvoir me fait peur. Les autres sont comme, ben non, tu dis juste ça parce que toi, ton pouvoir, il me fait peur. Fait que c'est ça. C'est ça, puis je trouvais qu'on a parlé de Baldur's Gate de D&D, je pense, vaguement.
c'est là où je trouvais justement que c'était intéressant, parce que je trouve que c'est justement le jeu de rôle, souvent, où on permet justement, parce qu'on souvent on l'incarne, on devient un peu ces personnages-là, là, ben, c'est pas parfait, on s'entend, là, mais où justement on a cet aspect-là critique là, ou de réflexivité à propos de nos conditions quand on joue le jeu, tu sais, au final. Puis bref, ouais, fait que oui, c'est vrai, le point sur les ressources, moi je trouve que c'est un des défauts justement de ces jeux-là. Le jeu de rôle qui amène à une réflexion sur le système dans lequel on est tous les actifs. Ben c'est ça, tu sais, je trouve que c'est là où on peut justement peut-être un peu plus. En tout cas, en termes de discussion, puis de pas formation, là, mais quand je pourrais dire de critique, je trouve que c'est là où on Une question derrière. Merci beaucoup pour la présentation. C'est super intéressant. J'ai comme deux questions qui peuvent dépendre de la première. La première question, c'est que là, tu en as parlé un petit peu. C'est quoi la différence que tu fais entre les jeux activistes et les jeux critiques du capitalisme? Parce qu'il y a des jeux qui ne sont pas ouvertement activistes, qui ne sont pas faits dans des groupes activistes, mais qui font jouer dans le système capitaliste, qui montrent ce que l'activiste et les contradictions, ou du moins les aspects rapaces terribles du capitalisme. Des jeux, je pense à l'hégémonie, où les joueurs sur des classes sociales, puis les capitalistes sur des classes genre voler de l'argent à l'État, mettre dans les paradis fiscaux. Puis évidemment, quand tu joues ça en tant que joueur, dès lors que tu joues ça, tu vois l'absurdité de la situation. Dans des situations où ben, tu dois exploiter les travailleurs, ou d'autres, où l'expérience de jeu, c'est du genre, je vais aller exploiter l'Inde, puis ce que tu vais gagner, c'est pas être plus riche, c'est un château quelque part en Angleterre. Il y a des jeux qui illustrent l'aspect complètement terrible du capitalisme, sans être des jeux qui se revendiquent des jeux militants. Puis, de l'autre côté, des jeux militants, je pense que vous l'avez montré, puis on a d'autres, excusez-moi, Red Outpost, dans un univers clairement socialiste. Mais là, tu cherches à maximiser ton intérêt sous contrainte quand même. Puis, là, c'est juste ça que je voulais dire là-dessus. Ouais, je vais rebondir parce que oui, je pense que c'est une tension fondamentale dans même certains groupes militants de à quel point on s'affirme en tant que militant. Puis je pense que certains jeux ne choisissent pas la même stratégie à cet égard-là. Simon parlait de certains profs d'université qu'on ne nommera pas, comme collent pas quand même certaines idées politiques dans leur enseignement sans forcément l'affirmer. Puis les jeux, c'est la même chose. Puis d'une certaine manière, c'est inévitable. Donc vraiment, pour moi, la question, c'est que l'activisme, c'est vraiment d'à quel point c'est assumé, alors que critique est beaucoup plus dans la réception, peut-être, dans le sens qu'on peut vraiment beaucoup s'obstiner longuement sur le potentiel critique d'un jeu. En fait, c'est pas mal ça qu'on fait. Alors que l'activisme, ben là, c'est plus dur à nier, on va dire, dans le sens que là, c'est vraiment une question d'une intention affirmée, explicite. C'est la nuance que je ferais là-dessus. Après, personnellement, j'aurais tendance à penser que les deux sont fondamentalement complémentaires et pertinents pour opérer une certaine résistance au capitalisme parce que les jeux activistes, il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais s'adonner à en chercher. Et Hégémonie, par exemple, je ne pense pas aurait forcément eu la même pénétration de marché qu'il a eu s'il avait été littéralement dit on vous enseigne comment ça marche le système qui nous domine. C'est juste dans le titre. Je rajouterais aussi que les jeux activistes sont quand même. Les jeux actifs qu'on a cités, c'était, je vais citer ça en exemple, parce que tu m'avais déjà entendu dire, mais c'est Broke the Game, je pense que c'est ça, hein, qui détaille à 90$, à peu près. Oui, mais c'est comme un jeu activiste, mais ça, on dirait que ça sert un peu d'un espèce de vernis, un peu, là, pour être comme, non, mais on est critique, finalement, c'est comme, c'est un peu ambigu, disons. C'est pour te faire réfléchir. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, ben, c'est ça, mais, ouais. Est-ce que la question est encore pertinente? Oui, je pense. Non, dites-moi le. C'est bien. Ça, c'est question. La question me fait vraiment penser à quelque chose. Mais en fait, ça me fait penser au fait que quand on parle d'activisme, je pense qu'on va beaucoup mettre sur les médias sociaux ce genre d'activisme d'information, de comme on amène du awareness, c'est l'awareness, puis il faut y avoir de l'awareness, savez-vous, êtes-vous aware de ça, qui est comme full, qui est pas dans l'action, dans le fond, qui est pas de. Il faut faire du direct action, c'est tout ce qu'il faut faire, puis c'est le feu. Puis en même temps, je peux pas, mais en même temps, non, en tout cas. Fait que ma question est que
avez-vous l'impression que ces jeux-là tombent un petit peu dans ce genre de panneau-là, où ce qu'on essaie de faire, c'est varier des messages sur les cartes, c'est là qu'il y a des discussions, puis autant que ces discussions-là, évidemment, sont super intéressantes et pertinentes. Est-ce que ça tombe un peu justement dans ce même genre d'activité-là, de tout ce qu'on fait, c'est taper du awareness, puis dans le fond, in the end, on fait juste move on à la prochaine affaire. On espère avoir éveillé les sensibilités. Je pense que oui. Ça ne veut pas dire que c'est négatif non plus. Je pense que ton point, c'est vraiment pas dire que c'est négatif aussi, mais c'est vrai c'est ça, on a fait une grille, puis il y avait quoi, non, pas 8. C'est ça, c'est que souvent on se rendait, on n'a pas présenté la grille. C'est l'autre présentation. Ouais, c'est ça. La cité aux deux, c'était comme complémentaire. Mais bref, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'on se rendait peut-être à la saison 4, je crois, le maximum, là, où on se rendait une espèce d'analyse, où on peut comprendre justement les logiques capitalistes, mais c'est jamais sans proposer vraiment une alternative. C'est toujours subi, apprends à vivre là-dessus, puis oui, c'est fun de comprendre que bon, le système de santé est privatisé, que les forêts sont en feu, mais tu sais, bon, est-ce que vraiment ce jeu de société-là, lui tout seul, il a cet impact-là, mais tu sais, on pourrait dire que tu le dis sur les médias sociaux, partout, c'est moindrement un peu branché, ben, tu vas déjà être un peu au courant de ces événements-là. Fait que, je pense que ça participe à en rajouter une couche, puis à bien le mettre en jeu, justement, comme quand on le subit. C'est quand on subit dans Broke the Game, que bon, on est un itinérant, puis bon, c'est peut-être installé, disons, des photos. J'ai pas d'exemple parce que c'est même pas un jeu que j'ai joué, non, mais c'est un travail collectif, hein. Puis, mais je donne des exemples parce que j'imagine que ça pourrait être dans le jeu, mais un exemple où, sur un banc de parc, on a installé des trucs. Bon, là, qu'est-ce que tu fais pour vivre? Est-ce que tu décides d'aller vivre, je sais pas, moi, dans une cour à Pierre, ou tu vas, je sais pas, dans tu vas dans le quartier, puis, tu sais, fait que là, il y a ces questions-là, puis là, ça peut sensibiliser un peu l'avantage de ces réalités-là, mais il n'y a pas la critique du capitalisme qui serait que, oui, mais pourquoi est-ce que le capitalisme fait qu'il y a des gens pauvres de prime abord, tu sais, alors qu'on vit dans un monde où il y a une espèce de l'écart des richesses. Oui, excuse, puis justement, à force de travailler ensemble, on se met à se connaître, puis moi, j'aime ça me faire interrompre, mais j'aime ça parler aussi, c'est la belle tension de tout ça. Right? Bref, on a quand même remarqué, on a essayé d'aller plus loin. Par exemple, Promulden a aussi produit un jeu dans le cadre de son travail, donc dans une démarche quand même de recherche, création, de recherche par le design, en tout cas, for debate, de recherche en faisant des shit. Un jeu qui éduque, en fait, à naviguer le système du logement au Québec. Donc, un jeu qui feature un vrai bail qui a été acheté et des petits jeux pour que, ben, quand tu résous ce puzzle-là, c'est sous la forme d'un escape game. Ça va d'ailleurs être présenté demain ou après-demain. Ouais, merci. On n'est pas vendredi. Ouais. Pas encore. Bref, le but, c'est de devenir plus familier avec certains rouages du système pour pouvoir agir à l'intérieur en tant qu'agent individuel. Quand ton proprio te dit dépôt de 1000$, ben, que tu sois en mesure, même si c'est quelqu'un qui vient de débarquer au Québec, de dire Antifa, c'est un peu la même chose. Ça va plus loin. Oui, il y a des cartes un peu de représentation. Genre, il y a une manif, pas les manifs pour tous, là, mais l'inverse. Qu'est-ce que vous faites? Là, tu t'organises. Mais là, au final, c'est en s'organisant, le real power is the friends we made along the way. Dans le sens que, pour vrai, moi, comme personne qui a beaucoup travaillé dans des assos étudiantes à tendance horizontale, j'ai beaucoup retrouvé ça dans ce fonctionnement de jeu-là. Alors que c'est quelque chose que dès que tu sors de ces assos-là, tu ne retrouves pas. Puis, je constate même des clashs parfois dans mes manières de faire à cause de ça. Et ben, ça me permet de moi de me sensibiliser à juste dans ma pratique. Mais c'est que c'est aussi quelque chose qui va changer des manières d'action. C'est pas juste de l'information, c'est de l'information sur l'agir futur. Fait que ce serait là. Oui, ben, à mon sens, il y a deux choses. Là, comme seulement une question à proprement parler, mon genre. On jase, là. Il y a deux choses qui ressortent de la présentation qui me posent des questions. Premièrement, je vais les nommer, puis on jasera. Premièrement, à qui s'adressent ces jeux-là? Il semble qu'ils s'adressent à un public de gens qui savent déjà, qui sont intéressés par ce genre de trucs-là. C'est comme, haha, on va jouer à un jeu anti-capitaliste, puis il y a un discours sur le capitalisme. Mais clairement, quelqu'un qui est super pro-capitalisme ne va pas être intéressé par ça anyway, fait qu'il ne va pas apprendre ce qui est là. C'est la première chose. La deuxième chose qui vient me chercher un peu, c'est comme,
l'impératif de la ludicité dans tout ça. Il faut qu'à un moment donné, il faut que le jeu soit le fun, puis le capitalisme, annonce générale, c'est pas le fun. Ouais, quand tu gagnes, mais j'essaie de jouer, mais à un moment donné, je commence loin, je commence par le milieu. Mais voilà, et donc, c'est comme, premièrement, ce genre de jeu-là, je pense, s'adresse à des gens qui sont déjà informés ou déjà intéressés par le sujet. Fait que, comme, pas what's the point, mais comme, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que le mouvement anticapitaliste à travers les jeux devrait passer par des jeux qui ne s'adressent pas nécessairement aux personnes qui sont déjà intéressées par ça, d'un côté. Puis de l'autre côté, c'est OK, est-ce que les jeux doivent être le fun? Ça, moi, personnellement, je pense que non, mais il faut quand même qu'il y ait un système de règles qui régisse une activité d'une certaine manière. Et donc, comment tu fais ça dans les limites, tu sais, d'un quelque chose d'intéressant? Fait que voilà, je garoche ces questions / commentaires / discussions. Premièrement, je pense que je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Bon, c'est terminé. Ouais, OK. Moi, je suis pas d'accord sur ces formes, mais je suis pas d'accord. OK. Le fun n'est pas une propriété de l'objet, à mon avis, mais plus l'attitude ludique d'Henriot, nanana, dans le sens que, oui, il y a certains objets qui tout ça, mais je pense que c'est important de le réaffirmer. Je suis quelqu'un qui a vraiment du fun dans des choses vraiment pas le fun. Oui. Est-ce que c'est parfois un mécanisme de défense parce que à force de syndrome de Stockholm et tout ça? Peut-être, on peut s'en parler. Est-ce que ça te donne une force que d'autres n'ont pas dans certaines situations qui permet aussi? Et c'est pour ça que je pense que c'est important de parler de nos forces, même si parler de ces forces, paradoxalement, c'est de la vulnérabilité. Parce que c'est quelque chose qui peut être exploité. Et c'est quelque chose. En tout cas, donc, je pense que les jeux servent à ça. J'avais une discussion avec un ami que lui, il travaille dans une pharmacie, il a son secondaire 5, puis il n'y a pas d'études supérieures. Mais on joue à des jeux, puis il clenche tout le monde. Là. Et on avait une discussion, littéralement, c'était ma fête samedi, mais c'était aussi la fête, merci, de ma fille. Il m'a fait plaisir d'inaugurer ma trentaine par une fête de conférence. Pour vrai, malheureusement. Je suis aliéné. Bref, avec ma petite métro, dont c'était aussi la fête, et avec qui je présenterai un jeu qui essaie d'aller à l'inverse de ce que tu disais aussi samedi. Non, c'est pas toi qui disais, je t'ai juste vu lever, puis ça lock. En tout cas, qui va pas dans les ressources, mais qui va dans la collaboration, compétition, transformation. En tout cas, pour revenir à tes questions, je pense que c'est important d'avoir les deux, mais aussi de considérer notre responsabilité individuelle en tant que joueur, joueuse dans un groupe. Dans le sens que moi, si j'ai un groupe d'amis qui, en effet, ne sont pas particulièrement sensibles anticapitalistes, je peux leur amener un jeu anticapitaliste, puis on va en jaser par la suite. Ça va sans doute faire des discussions intéressantes. Ça va faire un mini colloque autour d'un objet. OK, faites des colloques, gang. Là. C'est juste ça que je dis, genre. Mais puis l'autre point sur le fun, décider que quelque chose est le fun le rend le fun, mais décider que quelque chose est un endroit optimisé, c'est ça qui, je pense, nous donne beaucoup de pouvoir sur ce système-là si on fait l'opération d'analyse et de réflexion de ça. Je veux dire plus ludique que le fun, mettons, là, c'est plus... Je pense qu'il faut résister au capitalisme qui insère du ludique dans ce qui ne doit pas l'être. Oui, absolument. Parce que ça va retirer au ludique son potentiel. Le ludisme. C'est ça. Parce qu'à la base, c'est que c'est notre pouvoir de décider qu'est-ce qui est le fun puis de réfléchir à ça. Je vais ajouter quelque chose. Sur le jeu Capital que vous avez présenté, je n'ai pas joué parce que je suis en maternité, mais c'est mon équipe quand même. Mais Maud disait qu'il était plat, le jeu. Il était fait par des sociologues. C'est le jeu le plus... C'est le jeu qui va le plus loin dans la critique. Mais il est pas le fun parce que c'est comme un sapin-chef. Ouais, c'est ça. Tu lances les dés, puis... Voilà. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que les boss qui veulent faire des jeux à association gagneraient à s'associer à des designers. C'est bon. Les collaborations pourraient être intéressantes aussi. Puis nous, on a un avantage en étude du jeu, c'est qu'on est un petit peu à cheval entre les deux. À Homo Ludens, effectivement, on a essayé de faire des jeux le fun, qui critiquent le capitalisme. Vous viendrez y jouer samedi soir, puis donner votre opinion là-dessus. Et à qui on les adresse? Ben, moi, en tout
cas, le jeu qu'on a fait d'écriture, j'aimerais bien éventuellement qu'il soit donné à des profs. Pas nécessairement juste des profs d'université, mais des profs de cégep, des profs d'école primaire, secondaire, bon, peut-être pas primaire, c'est pas inclus, mais en tout cas, bref. Fait que, non, ça ne s'adresse pas nécessairement juste à un public d'avertis. Ben, en fait, oui, la personne à qui tu le donnes, elle l'est, mais c'est pour le relayer à d'autres. Oui, mais je pense que les jeux qui étaient présentés à mon sens étaient plutôt, genre, Stroke, Rise Up, Capital. Il me semble que c'était vraiment des jeux dirigés vers... Je te dirais aussi que tout ce qu'on produit dans l'académie, c'est difficile après d'assurer la distribution, parce que nous, c'est pas notre job à temps plein d'avoir une boîte de production de jeux. Fait on finit le jeu, puis après on passe à autre chose, donc c'est pas jeu, puis on le distribue pas. Donc il y a toujours ce problème-là, mais il y avait certains jeux qui n'ont peut-être pas été présentés aujourd'hui, mais dans nos objets, qui étaient CSA collectif. Moi, le Rise Up, c'est CSA collectif. Puis celui, je trouvais que pour avoir joué les deux versions, il y a une version 5 et une version standard. Mais la version 5, disons, pour jouer en classe, justement, au secondaire, peut-être cégep, ben là, je pense que là, ce serait vraiment, vraiment le fun. Mais tu sais, après, pour nous, y jouer, bon, on est un peu, comme tu disais, on est déjà un peu au courant, on est déjà comme le public, mais c'est vrai qu'en tant qu'outil, pour un professeur, j'ai l'impression que là, peut-être, c'est ça, il touche les... Ouais, il répète quelque chose, Broke, c'est un peu dur parce que... À 90$ à boire. Ben, c'est ça. Non, on n'a pas ça des budgets de même. Mais ouais, le Rise Up, pour ça, était intéressant. Pour les discussions que ça pouvait faire, disons, des gens, là, je sais pas si c'est complexe parce que ça prend des jeux simples. Oui, c'est ça. Des jeux dont les règles peuvent être compris en moins de 5 minutes. Alors, c'est difficile de faire des jeux fun qui sont simples, qui sont bons. On ne peut pas jouer à l'hégémonie en classe, tu sais. C'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a des réflexions qui nous ont assistés pendant 2 ans et on espère être arrivé à un compromis, mais bon. On verra encore place à l'amélioration. Je vais la parole à une dernière question, puis après, on va changer. Il y a plusieurs des interventions qui m'ont fait penser à cette question-là. Puis, on a parlé de contenu des cartes, on a parlé de les titres ou des jeux en général. Juste la notion de thématique en général qui est importante, je pense, pour ces questionnements-là. Ça m'a amené à me poser la question de justement, est-ce que ces thématiques-là qui mènent à des simulations du système capitaliste, justement, comme soit tu joues au système pour essayer évidemment de gagner ou de ne pas y perdre, soit on fait la simulation du capitalisme pour le critiquer. J'ai l'impression que des fois, ces simulations-là, ces représentations-là qui utilisent des métaphores, etc., vont un peu nous contraindre vont contraindre le design du jeu, finalement. J'ai l'impression qu'il y a un regard peut-être un peu insuffisant sur les mécaniques du jeu. Et ma question était la suivante, est-ce que ça existe, au-delà de la thématique, au-delà de la métaphore, de la figuration, est-ce que ça existe des mécaniques anti-capitalistes? Est-ce qu'on est obligé de se coller à une thématique, soit subversive, pastiche, ou littéralement la représentation? Mais Moi, j'ai toujours. non, mais c'est ce qu'on y avait pensé, justement, essayer de... On a comme manqué de temps un peu, on aurait voulu essayer de voir, essayer de possibilité d'analyser dans une perspective anticapitaliste certaines mécaniques qui seraient contre ça, mais mon idée, c'est justement c'est quand le système brise, quand il y a des échecs du système, quand on joue à un jeu, disons, ben c'est là où il y a peut-être le potentiel critique le plus. Et moi, je suis comme les disco-idiomes, genre à peu près chacun de ces trucs que je parle, mais c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est quand, disons, tu as un lancer de dés qui ne marche pas, ben là tu vois un peu l'échec. Des fois, il réussit, mais c'est la conséquence que tu pensais qu'il allait avoir, qu'elle allait être positive, ben non, elle est négative finalement. Fait que moi, c'est là-dessus que j'aime jouer, puis là, c'est là où je pense que cet aspect-là qui est intéressant. Là, je suis sûr que tu as quelque chose à dire sur League of Legends là-dessus aussi. C'est pas ça dont j'allais parler. Mais... On a tous notre sujet comme ça. C'est ça, faut l'assumer. Mais non, blague à part, oui, League of Legends, mais là, je suis comme non, je ne vais pas inaugurer avec League. Mais pour vrai, je pense que la mécanique anticapitaliste par excellence, c'est arrêter. Savoir arrêter, puis c'est quelque chose qui c'est venu spontanément. C'est pour ça que je ne vais pas plugger sur mon sujet en partie. Mais à Moulden, l'exemple de Gabriel, qui est en congé de maternité et qui envoyait quand même des courriels, puis là, on disait Gabriel, là. Dans l'académique, on se fait oublier le savoir arrêter par les impératifs envers nos collègues. Aussi, parfois, c'est dans une collaboration, c'est totalement humain et volontaire. Mais il y a aussi un système de job, puis aussi la tension, à mon avis, est là-dedans.
tu veux pas être une mauvaise collègue, tu veux aider les personnes qui te sont chères pour des raisons qui te sont chères, pour quelque chose que tu aimes faire de ta vie, mais en même temps, tu es là-dedans. Puis parfois, c'est pas forcément des projets dans lesquels tu es là-dedans à 100%. Donc, savoir arrêter, savoir ralentir. Là, on se dirigeait vers le ralentir. C'était quelque chose qui avait résonné. Puis là, on ouvre la boîte de Pandore de Arnaud Trozat. Mais accélération et aliénation sur le plan que le capital accélère pour prendre de plus en plus de temps et d'espace dans nos vies. Donc, instaurer une structure qui s'auto-reproduit puis se complexifie de sorte qu'elle est de plus en plus difficile à comprendre. Donc, on fait juste la suivre plutôt que la remettre en question parce que remettre en question, ça prend du temps pour faire le processus de réflexion. Et pendant que tu fais le processus de réflexion-là, tu ne produis pas. Tu es juste en train de réfléchir. Fait que oui, arrêter, ralentir. C'est pour ça que j'aime ça me faire interrompre, parce que je ne sais pas arrêter.